Bonjour, bienvenue sur Radio Sport, ici au Salon Destination Nature. Je suis Philippe Lefebvre et je suis ravi de recevoir sur ce plateau Nicolas Jabodon. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme Médoc-Atlantique. Alors, avant tout, on va faire une petite leçon de géographie. Médoc-Atlantique, c'est où, c'est quoi? Alors, Médoc-Atlantique, c'est une destination qui se trouve à l'ouest de Bordeaux. Donc en bas à gauche de la carte de la France. C'est le sourire de la France, vous voyez, avec cet estuaire qui nous borde au nord-est de cette magnifique destination. C'est l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe. Et puis ensuite, vous avez toute cette côte qui part vers le sud, du Verdon-sur-Mer, en passant par Soulac-sur-Mer. Ça va rappeler à certains auditeurs peut-être des lieux de vacances ou des souvenirs quand ils étaient petits. Mais en tout cas, voilà, c'est la destination qui s'arrête à Lacanau, tout au sud, qui est la Mecque du surf, mais je pense qu'on en reparlera. C'est une destination qui se situe donc à 1 heure de Bordeaux, à l'ouest comme je l'ai dit, puis qui est accessible depuis Royan, chez nos amis de Charente-Maritime, par le bac, où il y a une liaison directe au Verdon-sur-Mer. Et là, quand on descend du bac, on arrive directement dans les vignobles, si je me souviens bien. Quasiment. On arrive, pour être très précis, Philippe, on arrive dans une zone marécageuse, anciennement marécageuse, qui a été asséchée par nos voisins, pas nos voisins, parce qu'on n'a pas de frontière avec la Hollande, mais nos amis néerlandais à l'époque, avec la technique des polders. Et aujourd'hui, on en reparlera aussi sûrement, mais il y a des huîtres qui sont produites. Ça, ce sera pour la fin de cette chronique, car vous le savez, à la fin, généralement, on dit après l'effort, le réconfort, on y reviendra. Mais c'est vrai que quand on parle de Médoc-Atlantique, on a souvent tendance à limiter ça à Lacanau. Alors effectivement, oui, ce n'est pas que Lacanau. Lacanau, on va dire que c'est la station la plus connue, qui a une renommée internationale grâce au surf, et puis sa proximité de Bordeaux fait que c'est une commune, en termes de notoriété, qui répond tout de suite. Non, ce sont 13 communes. Soulac-sur-Mer aussi, qui est un nom important, Ourtin, Carcans-Maubuisson. Vous avez aussi la commune de Graillan et l'Hôpital, de Naujac-sur-Mer, et puis une partie estuarienne où il y a du vignoble, effectivement, avec les appellations Médoc et Haut-Médoc. Ça, c'est pour le vin. Et alors, Lacanau, c'est effectivement, vous le disiez, la Mecque du surf. C'est une destination uniquement pour les surfeurs émérites ou ceux qui ont une grande habitude de la discipline, ou n'importe qui peut venir s'essayer à la planche. N'importe qui peut venir s'essayer à la planche. C'est vrai que le surf, c'est un sport, une discipline qui a le vent en poupe depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il y a un côté sympa dans le surf, proche de la nature. C'est un sport qui fait rêver parce que très esthétique, très difficile à maîtriser. Oui, tenir debout sur une planche, c'est pratiquement toutes les vacances vont y passer. Oui, et on n'arrivera toujours pas. Et même plus si affinité. Effectivement, ça a l'air très simple de voir ces surfeurs se lever lors du take-off. C'est ça, c'est l'expression un peu technique quand on monte sur la planche. C'est très compliqué à faire. Il faut des années. C'est très frustrant comme sport. Il faut des années de pratique. Il y a 19 écoles de surf, par exemple, à Lacanau aujourd'hui, donc c'est une discipline qui est en vogue. Il y a beaucoup de personnes du plus jeune au plus âgé qui s'essayent au surf et qui essayent de se perfectionner. Il y a des vagues pour tous les niveaux. Et puis surtout des écoles de surf, alors sur toute la destination Médoc-Atlantique, avec des moniteurs qui peuvent aider et faire améliorer les pratiquants. 19 écoles de surf, comment on choisit son école de surf? Alors, il y a des écoles de surf qui sont spécialisées. Par exemple, vous allez prendre un minibus pour aller chercher la vague le jour J qui correspond le mieux au niveau. Il y a des écoles de surf qui sont spécialisées pour les familles, pour les enfants exclusivement, pour le public féminin aussi. Voilà, donc chacun y trouvera corde à son arc. Et il y a toujours un peu ce côté babacool lié au surf. Alors effectivement, c'est une discipline qui est très vite connotée, babacool, très nature, très zen, etc. Oui, ça l'est. J'en veux pour preuve, par exemple, quand vous vous baladez à Ourtin plage ou à Carcans plage ou à Soulac ou à Lacanau même, vous voyez des personnes avec leur vélo, avec la planche sous le bras, en short, pieds nus, tout au long de l'année. Voilà, c'est ce petit côté vacances finalement qui colle à la destination. Et ça coûte cher d'apprendre le surf?
Non, ça ne coûte pas cher. C'est un sport qui s'est quand même beaucoup démocratisé. Des grandes marques ont sorti des planches, notamment en mousse, puisqu'il y a des planches en mousse et des planches en dur. Parce que les planches qu'on a vues, par exemple, aux Jeux Olympiques, les surfeurs professionnels, c'est des planches très très difficiles à maîtriser. C'est un peu le même principe que pour les skis. Mais donc, quand on débute, on est sur des planches en mousse. Donc, c'est des planches assez larges qui ont un haut degré de flottabilité. Ça, c'est pas très cher, une planche c'est moins de 100 €. Et puis ensuite, eh bien, les cours de surf, vous avez les 2 heures par exemple pour 35 €. Donc voilà, ça reste abordable. Pratiques tout à fait abordables. Alors, on va dire qu'il n'y a pas que le surf dans la vie quand on vient dans votre région. Il y a d'autres sports et je prenais quelques chiffres pour les amateurs de vélo ou les amateurs de randonnée. Il y a de quoi faire, il y a des grands terrains de jeu. Oui, il y a un grand terrain de jeu, effectivement, puisque... Alors, il y a peu ou pas de dénivelé, donc ça c'est déjà... C'est quand même un gros avantage. Voilà, c'est une donnée importante sur la destination. Nous avons 450 km de pistes cyclables sécurisées. En plein dans C'est-à-dire en site propre, on ne croise pas de voiture. D'accord. Exactement, en pleine nature, que ce soit dans la forêt, au bord de la plage, au bord des lacs. On y reviendra aussi sur ces lacs qui sont très importants pour nous. Et puis on a des itinéraires européens majeurs comme la Vélodyssée qui nous traverse du nord au sud. C'est cet itinéraire qui part de Roscoff en Normandie qui va jusqu'à Hendaye au Pays Basque et donc qui traverse toute la destination Médoc-Atlantique du Verdon-sur-Mer jusqu'à Lacanau. Et c'est vrai que ces pratiques d'itinérance, eh bien, elles ont aussi le vent en poupe comme le surf. Il y a de plus en plus, que ce soit à vélo mais aussi à pied, puisqu'on a le chemin, une des variantes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis un itinéraire qui a été créé il y a 2 ans, c'est les chemins d'Amadour qui partent du Verdon-sur-Mer et qui va jusqu'à Rocamadour, voilà, dans le Lot. Donc pour toutes ces pratiques, on va dire en itinérance, que ce soit à vélo ou à pied, c'est vrai que Médoc-Atlantique est une destination de choix. Alors ne croyez pas que je fasse une fixation sur le vignoble, mais le vélo, la randonnée, c'est aussi une bonne occasion, une bonne façon de découvrir ce qui est aussi une de vos particularités et une de vos forces, c'est le vin. Exactement. Mais il n'y a pas de honte à faire une fixation sur le vignoble et l'œnotourisme parce que c'est vraiment effectivement eh bien, une des attentes majeures aussi de nos clientèles, puisque quand on vient en vacances par exemple à Soulac-sur-Mer ou à Lacanau, eh bien on passe une journée à aller visiter eh bien un château viticole. Alors on a la particularité à Médoc-Atlantique d'avoir des châteaux qui sont situés sur l'appellation Médoc et au Médoc. Quand on pense au vin du Médoc, on pense à du vin rouge en priorité. Ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. Aujourd'hui, il y a du vin blanc qui est fait. Il y a même le blanc du Médoc qui va être en AOC. Et puis du vin rosé aussi. Les vins de Bordeaux se sont énormément améliorés sur cette couleur-là. Tout ça pour vous dire que il y a des châteaux, sont en général les petites propriétés familiales qui offrent des prestations de très bonne qualité et qui prennent le temps de vous accueillir, de faire découvrir leur terroir et leurs particularités. Je vais prendre 2 exemples. Il y a le château Fourcade-Austin notamment qui eh bien, élève sa vigne avec des huiles essentielles par exemple. Voilà. Donc il y a toute une technique, il y a toute une histoire derrière ça. Et puis il y a par exemple le château Saint-Hilaire à Cayrac qui produit du vin bien évidemment, mais aussi il y a des vaches qui sont élevées aussi à côté et donc il y a l'alliance de la viande et du vin. Pour nos amis qui mangent de la viande bien sûr, mais qui est aussi très sympathique et puis il y a toute une histoire derrière là-dessus. Alors, il y a, vous le disiez tout à l'heure, 13 communes dans la région Médoc, dans la zone Médoc-Atlantique. En dehors de celles dont on a déjà parlé, de Lacanau notamment, il y a des petites pépites. Et faites-nous découvrir des villes, des communes où on n'irait pas forcément a priori comme ça. Alors, par exemple, il y a la commune de Jaux, Dignac et Loirac. Alors, c'est un nom... Déjà, oui, il faut le... que je comprends qu'on faut ne puisse l'écrire pas... en gros sur la carte. Voilà, JAU, Dignac et Loirac. Ce sont 3 hameaux qui ont créé la commune de Jaux, Dignac et Loirac. Je parle de cette commune de Jaux, Dignac et Loirac qui est située donc au nord-est de Médoc-Atlantique sur l'estuaire de la Gironde où effectivement il y a le phare de Richard qui est sur cette commune. C'est un phare qui est le site le plus visité après celui de Cordouan, le phare de Cordouan, mais deuxième site le plus visité de la destination. C'est vraiment un paysage atypique puisque quand vous êtes au bord de l'estuaire,
de la Gironde, eh bien, c'est un paysage de digues et de carrelets. Alors les carrelets, ce sont ces petites maisons de pêcheurs avec des filets qui descendent dans l'eau à marée haute et qu'on relève à marée basse et qui permettent de pêcher. Voilà, alors on peut en visiter ces carrelets. Il y a des carrelets pédagogiques, par exemple. Sinon, ce sont des carrelets privés. C'est vrai que c'est très photogénique, mais sur cette commune de Jodignac-et-Loirac, autour du phare de Richard, vraiment, je vous conseille d'y aller. C'est une véritable pépite. Il y en a plein d'autres, mais c'est un exemple. Alors, il y a effectivement la mer, on en a parlé, et vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi les lacs. Oui. Et c'est la façon de voir cette région différemment, dans des espaces un peu protégés. Exactement, puisque ces lacs... il y en a deux majeurs. Le lac de Hourtin-Carcan, qui est ni plus ni moins que le plus grand lac d'eau douce naturelle de France, entièrement en France. Et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas. Puisque tout le monde est persuadé que c'est le lac du Bourget qui est le plus grand lac de France, c'est faux. C'est celui de Hourtin-Carcan. Ce sont des lacs d'eau douce, donc ils ne sont pas reliés à l'océan. Et puis il y a le lac de Lacanau plus au sud. C'est tout un système hydrographique qui, en fait, puisque Médoc, peut-être originellement, c'est entre les eaux. Donc le Médoc, c'est une terre d'eau, qui a ces lacs qui sont présents et qui sont reliés au bassin d'Arcachon. Donc il y a tout un système hydrologique complexe sur le Médoc. Le lac de Hourtin-Carcan et le lac de Lacanau, eh bien effectivement, ça offre de très belles alternatives pour notamment la baignade et pour la pratique de sport, notamment la voile, puisqu'on ne peut pas vraiment naviguer sur l'océan. On ne peut pas faire de surf sur les lacs, bien évidemment, mais en tout cas, ça offre une complémentarité qui est très intéressante pour les clientèles. Et j'en veux pour preuve qu'on observe, par exemple, des familles qui vont à l'océan le matin et au lac l'après-midi, en vélo, et vice-versa. Quand on a une famille, voilà, quand les conditions peut-être de l'océan deviennent un petit peu plus compliquées, eh bien on se rabat entre guillemets sur le lac pour s'adonner à des pratiques de baignade. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a pied très très loin en plus, donc pour les familles avec des enfants en bas âge, c'est plutôt sécurisant. Et puis après, évidemment, tout le panel des activités, que ça va de la voile au paddle, mais aussi ces nouvelles pratiques tels que le foil et le wing. Alors c'est quoi ça ? Alors eh bien c'est vous voyez le kitesurf, donc vous avez une planche, vous êtes sur cette planche avec une voile, c'est le principe de la voile. Le foil, eh bien c'est que sous cette planche vous avez une dérive qui vous permet avec la vitesse d'être surélevé, on décolle au-dessus des vagues. Ouais. Ça fait pas de bruit. Moi, j'en ai jamais fait, mais il paraît que les sensations sont absolument extraordinaires. Et puis la wing, eh bien, vous avez la voile, vous tenez la voile directement comme un cerf-volant. Vous n'avez pas de fil qui vous relie à la voile. Je ne sais pas si je suis assez clair. Vous tenez cette voile directement, donc la voile est très proche de vous, ce qu'on appelle le wing. Et pareil, ça vous permet d'aller plus vite, de faire des manœuvres un peu plus spectaculaires. Et ça, c'est sur le lac ou en mer ? Les deux. On débute sur le lac, parce que ce sont des sports comme le surf qui sont très frustrants. Il faut vraiment pratiquer beaucoup. Et quand on est très bon, en tout cas quand on devient meilleur, on va sur l'océan, évidemment, parce que l'océan, vous avez ces phénomènes de vagues, de marées, d'immensité aussi, qui fait qu'il faut quand même maîtriser à la fois les courants, les vents, voilà. On voit avec ces nouvelles pratiques, il y a aujourd'hui chez les touristes des demandes aussi pour de nouvelles choses. C'est un petit peu étonnez-moi. Oui, de la randonnée j'en ai fait. Oui, du vélo j'en ai fait. Oui, peut-être j'ai fait aussi un peu de surf si j'ai réussi à monter sur la planche, ce qui reste à démontrer. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore que vous êtes un petit peu, j'allais dire pas contraint, mais un peu obligé de mettre en avant aujourd'hui pour attirer des nouveaux touristes ? On est effectivement sur des demandes qui évoluent, c'est-à-dire que poser sa serviette sur la plage pendant une journée, ça on le fait plus. Voilà. Donc il y a effectivement cette tendance de fond. On est sur des demandes d'activités, d'outdoor. Alors on les a cités, le surf, la randonnée, le vélo qui est à la fois une activité de loisir sportif, mais aussi un moyen de locomotion sur nos destinations. On se déplace avec le vélo. Il y a cette alliance avec effectivement, on en a parlé, le no-tourisme. On mixe du loisir, du sport et puis j'allais dire du côté épicurien avec le vin et les mets. Mais il y a aussi ces demandes un peu de tendance de fond, comme vous le disiez Philippe, étonnez-moi du patrimoine et de la culture, parce qu'effectivement nous sommes des destinations littorales où il y a une part importante de culture et de patrimoine, notamment dans le nord de Médoc Atlantique. On peut citer le phare de Cordouan,
qui lui est à l'entrée de l'estuaire. C'est un peu notre tour Eiffel. Ce phare de Cordouan qui est surnommé le roi des phares, le phare des rois, le Versailles des mers même, qui a été élu plus beau monument, deuxième plus beau monument préféré des Français, c'était l'an dernier. Le premier, c'était le château de Chantilly, bravo à eux. En tout cas, on en est très fiers. C'est un monument qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi il est unique, ce phare? Déjà, il se trouve au milieu de l'estuaire. Donc déjà, pour y accéder, il faut y aller à marée basse. C'est une véritable expérience extraordinaire que je recommande à tout le monde. Donc on y va en bateau et on finit en bateau amphibie pour arriver sur cet éperon rocheux sur lequel le phare est situé. Et là, on se retrouve devant ce monument qui a été créé sous Henri IV à l'époque. C'était pour montrer la suprématie de la monarchie française face aux Anglais pendant la guerre de 100 ans. Et puis petit à petit, il est monté en hauteur, ce phare, et il était fait pour que des rois viennent y habiter, viennent éventuellement y séjourner. Il n'y a aucun roi qui a jamais mis les pieds. C'est dommage parce que c'est une belle résidence secondaire. Hein. Exactement, mais en tout cas aujourd'hui, on a l'avantage qu'il y ait une chapelle royale à l'intérieur et puis une chambre où effectivement censée accueillir les rois de France. C'est un phare qui est gardienné toute l'année. Donc il y a les gardiens aussi qui vous expliquent l'histoire de ce phare. Il se relaye toutes les 2 semaines, comment il s'approvisionne, la logistique derrière, etc. C'est un phare qui est toujours en fonction, hein, donc qui guide les bateaux à l'entrée de cet estuaire où il y a plusieurs courants, où c'est assez compliqué de naviguer. Voilà, c'est un peu notre tour Eiffel, on en est très fiers. C'est ce côté historique patrimoine. Il y a aussi rapidement tout le patrimoine lié à la Seconde Guerre mondiale, le mur de l'Atlantique, puisque les Allemands étaient persuadés que le débarquement pouvait arriver aussi par ces côtes-là. Donc on a des vestiges, notamment on a la batterie des Arros, qui se situe sur la commune du Verdon-sur-Mer tout au nord, qui a été une fortification construite à l'époque par l'armée française avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été évidemment utilisée et j'ai envie de dire développée par l'armée allemande. C'est très 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 intéressant ce pan de l'histoire. En plus, il y a ce qu'on appelle la poche du Médoc. Donc les Allemands sont restés très très tard, bien après la signature de l'armistice. Voilà, c'est toutes ces choses-là à découvrir. Et puis une autre anecdote peut-être concernant Lafayette, qui est allé sauver les Américains à l'époque des griffes des Britanniques, des Anglais, c'était les Anglais. Il est parti de Pauillac, lui, donc à l'intérieur de l'estuaire, et la dernière terre française qu'il a vue, celle du Verdon-sur-Mer, celle de Médoc-Atlantique. Voilà, donc plein de petites anecdotes comme ça. Et s'il est parti de Pauillac, on peut imaginer que dans le bateau, il n'y avait pas que des sacs de toile. Vous parliez tout à l'heure du vélo en disant c'est le moyen de se déplacer dans notre région. Pour les visiteurs, les touristes, les vacanciers qui viennent chez vous, pour se repérer, il y a des balisages. Comment ça se passe? Parce que quand on est sur une route avec des voitures, on sait faire. Quand on est sur des pistes cyclables en site propre, c'est plus compliqué. Oui, néanmoins, c'est assez facile chez nous puisque vous pouvez pas aller trop vers l'ouest. Voilà, puisqu'il y a l'océan. Oui, après, donc, ça c'est délimite du vélo amphibie. Oui. Voilà, donc en fait, c'est nord-sud ou vers l'est. Effectivement, et c'est assez rectiligne, j'allais dire, toutes ces pistes cyclables. Elles sont très bien signalées. Évidemment, nous on fournit des plans, des pistes cyclables, des plans d'itinérance, mais c'est vrai qu'à chaque carrefour, à chaque croisement, même en pleine forêt, où ça peut un petit peu déboussoler, effectivement, je vous l'accorde, de façon très simple, vous avez à chaque fois le kilométrage qu'il vous reste jusqu'au prochain point, et puis vous avez une signalisation qui est très précise, et en tout cas, à ce jour, il n'y a personne qui est perdu dans les forêts de Gascogne, de Médoc-Atlantique. Non, et c'est important d'ailleurs dans les forêts parce qu'il y a de très très beaux gîtes, logis, chambres d'hôtes, où on peut vraiment complètement se vider la tête. Exactement, puisque le paysage à Médoc-Atlantique, il faut se l'imaginer, au-delà des plages qui sont immenses, ce sont des grandes plages immenses, après vous avez la dune, et donc vous avez cette forêt des Landes girondines, c'est du pin maritime qui a été planté à l'époque de Napoléon III par Chambrelan. C'est quelque chose donc d'artificiel, c'était pour fixer la dune et pour assécher justement le Médoc, cette terre d'eau. Et aujourd'hui, il faut imaginer, alors je vais essayer de décrire le plus fidèlement possible, mais voilà, ces odeurs, ces senteurs de pin, vous avez des bruits aussi, les grillons, et puis vous avez des lumières absolument incroyables tout au long de l'année, pas que l'été, parce que les plus belles lumières, en général, on les a vers les mois de mai, juin, et puis surtout septembre, octobre. Voilà, tout ça dans les pins, qui est un arbre absolument fantastique. Et donc c'est vrai que vous avez des hébergements, et puis toutes les activités que vous pouvez pratiquer se font en majorité dans cet environnement-là, qui appelle à être paisible,
zen et à oublier finalement son quotidien. Ah, les odeurs de pain en fin de journée quand il a fait un peu chaud dans la journée et qu'il y a un peu d'humidité, c'est extraordinaire. C'est vraiment dépaysant. Vous parliez des plages tout à l'heure. Non, on reste plus sur les plages. La plage, les activités de baignade. Ça reste malgré tout, je veux pas casser l'ambiance, mais une de vos préoccupations, parce que chaque année, effectivement, se repose la question de la sécurité. Et cette année encore, il y a des choses nouvelles pour plus de sécurité pour les vacanciers. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on aborde et qu'il faut absolument aborder, c'est la sécurité sur les plages, puisque l'océan, le milieu aquatique en général, est un milieu dangereux. Il faut le répéter, il faut le dire. Mais en particulier celui de l'océan. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui est très mouvant, qui bouge, qui évolue sans cesse plusieurs fois dans la journée par le fait des marées, voilà, plus ou moins importantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rend encore ça très dangereux, c'est le phénomène des baïnes, qui veut dire petit bassin en gascon. En fait, eh bien, ce sont des courants qui peuvent vous amener au large. Ce sont des courants qui sont invisibles. Donc, c'est sûr que quand on ne connaît pas le milieu, on ne peut pas détecter ces courants. On a l'habitude de dire que si on est pris dans une baïne, eh bien, il faut pas se débattre et puis on se laisse amener au large. Le large, ça peut aller jusqu'à 300-400 mètres et que du coup, on revient par les côtés, par les vagues. Ça, c'est très facile à dire, c'est absolument pas facile à faire puisqu'on s'épuise et le réflexe que l'on a tous, effectivement, c'est de se débattre contre la nature. Donc, première chose à dire, c'est être très, très vigilant, notamment avec des enfants, bien évidemment. Donc il y a des dispositifs de surveillance des plages. C'est un gros dispositif sur l'ensemble de Médoc-Atlantique, puisque les baignades surveillées ouvrent à partir de début avril jusqu'à la Toussaint. Donc c'est vraiment une période importante pour l'ensemble de la destination. Ce sont des MNS qui sont rompus à ce genre d'écosystème et de milieux, évidemment, qui sont entraînés toute l'année, qui sont sélectionnés, bien évidemment. Il y a même des compétitions Il y a des compétitions de sauvetage côtier. Ouais. C'est effectivement, on citait, je l'ai oublié tout à l'heure, mais une pratique qui est en vogue aussi, c'est le sauvetage côtier. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, qui nous vient d'Australie. Mais en tout cas, concrètement, quand vous venez sur la plage, que ce soit à Soulac-sur-Mer, à Carcan, à Lacanau ou ailleurs, eh bien, il faut absolument vous baigner entre les drapeaux de la plage surveillée. Effectivement, ce sont des zones qui paraissent petites par rapport justement à l'immensité de cette plage. Et naturellement, c'est humain, on a envie d'aller tout seul. Non, il faut absolument respecter ces drapeaux. Ils sont rouges et jaunes, il faut se baigner entre. Pourquoi ? Parce que c'est là où il n'y a pas de baïne, et c'est là où c'est surveillé, et c'est là où si vous avez une difficulté, même non liée à une baïne, c'est-à-dire une faiblesse ou quoi que ce soit, ou vous avez bu la tasse par exemple, eh bien tout de suite on vient s'occuper de vous. Et alors ces compétitions-là, parlez-moi un petit peu, parce que c'est vrai que sur la côte atlantique, j'en entends beaucoup parler, il y a des vraies rivalités entre vos voisins des Landes, et aussi. On a l'impression d'être dans ces compétitions, dans le scénario de cette série Baywatch, Alerte à Malibu, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors effectivement, sauf que pour que si tout le monde a en tête les sauveteurs et les sauveteuses de Baywatch, voilà, ils ont des petits bonnets sur la tête, donc ça les en rend un petit peu moins sexy, mais quand même. Et ils sont plutôt des tenues jaunes, alors que en Californie c'est plutôt rouge. C'est ça, exactement. Alors oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a 3 disciplines dans le sauvetage côtier, qui est une discipline qui nous vient donc d'Australie. C'est celle du paddleboard, pour être très précis. C'est ces grandes planches très instables que les sauveteurs utilisent pour venir chercher une victime éventuellement au large. Donc on est à genoux sur cette planche. C'est très compliqué à manier puisque c'est un peu comme les kayaks, vous savez, de vitesse, ça se renverse tout de suite. Donc il faut de la vitesse pour que cette planche reste droite. Donc ça, il y a des courses qui sont organisées. Il y a aussi une épreuve du bâton. Donc ça, c'est sur la plage. En fait, vous avez par exemple 6 concurrents qui sont allongés tête contre le sol, à l'envers de là où ils doivent à l'opposé de là où ils doivent courir, d'accord. Au start, ils doivent se lever
aller dans l'autre direction et aller chercher un bâton le plus vite possible. Le problème, c'est que si vous êtes 6 par exemple au départ, il n'y en a que 5 à l'arrivée des bâtons. Donc il y en a un qui est éliminé à chaque fois. Le genre de chaise musicale version médocaine. Oui. C'est assez impressionnant à voir. Et puis sinon, vous avez l'alliance entre justement ce paddleboard et les courses sur sable. C'est voilà. Alors il y a des clubs sous Lac-sur-Mer, sur Carcan, sur Lacanau, qui se défendent pas mal. Effectivement, on a des concurrences assez historiques avec nos voisins basques et landais. Alors, ça c'est pour le sport, et vous savez, Nicolas, pour terminer ce rendez-vous, il y a une tradition, on dit toujours qu'après l'effort vient le réconfort. Alors on a déjà beaucoup parlé des vignobles, mais pas que, quoi. Il y a sans doute encore plein d'autres choses à découvrir. Du point de vue gastronomique. Du point de vue gastronomique. Alors nous, on n'a pas de plat signature, j'allais dire, comme d'autres régions. On est un petit peu jaloux, comme le bœuf bourguignon ou la raclette ou la bouillabaisse ou je ne sais quoi. Néanmoins, effectivement, le Médoc et Médoc Atlantique en particulier est connu pour son vin. Mais on peut aussi déguster plusieurs choses. La première, c'est l'huître. On va me dire, l'huître, c'est Arcachon et Oléron. Oui, ce sont nos voisins qui en produisent en beaucoup plus grande quantité. Ce sont des huîtres de qualité aussi. Néanmoins, l'huître du Médoc, qui est élevée dans l'estuaire du Médoc, donc dans les eaux saumâtres de l'estuaire, lui donne un goût de noisette. Et il y a une histoire qui est assez particulière autour de cette huître. Eh bien, c'était... à l'époque, il y avait les naissins d'huîtres qui montaient d'un bateau, d'un bateau portugais de l'île d'Oléron pour aller au Portugal. Et ce bateau portugais, eh bien, s'est échoué. Il y a eu une tempête, donc il est rentré dans l'estuaire. Il s'est échoué sur la commune de Thalais, qui fait partie de Médoc Atlantique. Et donc les Thalésiens ont pillé ce bateau des naissins d'huîtres, et c'est comme ça qu'est née la production d'huîtres sur l'estuaire et l'huître du Médoc. C'est une huître qui a eu une maladie en 2014 et qui a été réintroduite en 2014 plutôt, et maladie en 2008. C'est vraiment une huître, c'est une production moindre que celle de nos voisins d'Arcachon et d'Oléron, qui est très bonne, qui est au même tarif et qui vraiment fait la particularité du Médoc. On a aussi les noisetines du Médoc, donc c'est des petites noisettes avec du chocolat dessus. Et puis on est en train d'essayer de réfléchir à réintroduire, entre guillemets, en tout cas refaire la promotion d'un dessert un petit peu ancestral qui s'appelle le mias. Alors il y a quoi dans ce dessert? Alors c'est un dessert, c'est un peu comme un flan. Voilà, qui a la particularité d'être originaire du Médoc, le mias, M-I-L-H-A-S. Voilà. Eh bien écoutez Nicolas, avec tout ça, ça nous a donné envie d'aller faire un petit tour du côté de Médoc Atlantique. Merci de nous avoir rejoints ici sur le salon Destination Nature. Et si vous voulez préparer votre prochain voyage en Médoc Atlantique, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site il vous suffit d'aller sur le site radiosport.fr et vous trouverez à la rubrique tourisme. On va la refaire juste merci, parce que sinon ça va être compliqué à expliquer ça. Fallait bien que ça arrive. Eh bien, merci Nicolas de nous avoir fait rêver, de nous avoir donné envie d'aller découvrir la région Médoc-Atlantique. Et pour préparer votre prochain voyage, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site radiosport.fr à la rubrique tourisme. À très bientôt.